L'Empire romain était l'un des plus grands empires de l'histoire humaine. À son apogée, il s'étendait des hautes terres froides de la Britannia du Nord au désert chaud de l'Irak moderne, de la côte nord-est de la mer Noire au désert du Sahara. À son apogée, au moins 20% de la population mondiale vivait et mourait sous le règne des Césars. De la fondation de la ville de Rome en 753 avec J.C. à la chute de Constantinople en 1453, l'histoire romaine s'étend sur plus de 2200 ans. Mais la chute de l'Empire romain est l'un des sujets les plus complexes et toujours à ce jour les plus débattus de l'histoire. Nous, les humains, aimons les explications simples et convaincantes pour les événements, et nous avons du mal à comprendre une interaction complexe de nombreux facteurs différents. Pourtant, la chute de l'Empire romain est exactement un tel cas. Bien que de nombreux historiens aient avancé au fil des siècles leurs propres théories sur la chute de l'Empire, la réalité est beaucoup plus compliquée que nous aimerions le croire. Mais c'est précisément pour cette raison que nous sommes attirés par le récit de cette unique grande raison de la chute de l'Empire romain. L'historien anglais Edward Gibbon, par exemple, probablement l'un des premiers historiens à analyser en profondeur la chute de l'Empire romain, a publié une œuvre en 6 volumes sur ce sujet intitulée « L'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain », dont le premier volume a été publié dès 1776. Il a notamment façonné l'idée que la chute de l'Empire romain était principalement attribuée à une décadence croissante de la population romaine. Cette théorie de la décadence, bien que très simplifiée selon les normes modernes et déjà réfutée de nombreuses fois, attire toujours beaucoup de monde en raison de sa simplicité convaincante. Nous verrons cependant, au cours de cette vidéo, que nous ne pouvons malheureusement pas attribuer la fin de l'un des plus grands empires de l'histoire humaine à un seul facteur. Commençons donc par la raison la moins importante, en numéro 10, et avançons vers les plus importantes, jusqu'à ce que le numéro 1 soit la raison la plus importante de la chute de l'Empire romain. Veuillez cependant garder à l'esprit que cela est basé sur des opinions que j'ai formées au fil des années, en lisant de nombreux livres sur le sujet, et n'est donc finalement que mon propre avis. De plus, ce n'est en aucun cas une liste complète, et vous trouveriez certainement beaucoup plus de raisons qui ont joué un rôle dans la chute de l'Empire. 10. L'érosion de la position de l'empereur. Nous savons que le premier empereur était Octavien de la dynastie Juliane, qui était le neveu du grand Jules César lui-même. Pour les générations à venir, le titre d'empereur contiendrait toujours le mot Auguste, synonyme de cette plus haute fonction. Mais déjà au 1er siècle, des problèmes sont apparus. Après le règne tyrannique de Néron, une guerre civile a éclaté et plusieurs empereurs se sont battus pour le trône. Spasien a réussi à sortir en haut et après il y a eu une stabilité pendant un moment. Le 2e siècle après JC a marqué l'apogée non seulement de l'étendue de Rome, mais aussi de la fonction même de l'empereur. Les 5 bons empereurs, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle, étaient synonymes de ce que les empereurs accomplissent, si le titre était donné à un homme d'intégrité et de vertu. Cependant, après Marc Aurèle, le respect pour l'empereur a été gravement endommagé par le règne tyrannique de Commode, qui a culminé dans une autre guerre civile. Avec Septime Sévère, non seulement le premier Africain à accéder au trône, ce qui était impensable à l'époque d'Auguste, mais le principe de l'ascension au trône par la force militaire est né. Cela a conduit à la crise du 3e siècle, où l'Empire était enraciné dans une guerre civile presque constante, où de nouveaux empereurs étaient proclamés par les armées et combattaient régulièrement contre d'autres empereurs. Cela aurait presque mis fin à l'Empire romain alors et là, si ce n'avait pas été pour les efforts vaillants de l'empereur héroïque Aurélien et plus tard Dioclétien. Mais le mal avait été fait, et le respect pour le titre d'Auguste n'aurait jamais la même révérence que sous Trajan ou Marc Aurèle. Cela aboutirait alors à de nombreuses morts violentes d'empereurs au fil des ans. En fait, être empereur était devenu une affaire très dangereuse au 3e siècle, alors que pendant le début de l'Empire, 55,6% des empereurs sont morts de causes naturelles ou de maladies. Seulement 25,4% sont morts de telles causes pendant la fin de l'Empire, mais presque les 3/4 sont morts par violence jusqu'en 420 après Jésus-Christ. Cela provoquerait une énorme déstabilisation de l'Empire, qui contribuerait grandement à la chute. 9. Déclin de la discipline militaire.
Lorsque nous imaginons l'armée romaine, la toute première chose qui nous vient à l'esprit sont les légions, l'épine dorsale très disciplinée et entraînée de la puissance militaire romaine. Et en effet, du temps de César d'Auguste, du temps de Tibère de Domitien, et même du temps de Marc Aurèle à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Les légions étaient cette force formidable capable de sécuriser les frontières de l'Empire. Cependant, la crise du IIIe siècle aurait un effet profond sur l'armée romaine, et ces temps tumultueux, pendant lesquels l'Empire a failli tomber, changeraient l'armée romaine pour toujours. Les légions avec leurs boucliers rectangulaires, le scutum, et avec leur armure segmentée, la lorica segmentata, avec le gladius et leur pilum, ces légions étaient actives du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, mais la crise du 3e siècle a nécessité des unités plus rapides et plus flexibles, de sorte que les unités de cavalerie sont devenues plus importantes, et la lorica segmentata a commencé à disparaître de l'usage. Elle a été remplacée par la lorica amata, la cotte de maille, et le scutum a été remplacé par le bouclier rond. Un soldat romain de la fin de l'armée romaine occidentale n'aurait donc parfois pas eu l'air trop différent des barbares contre lesquels il se battait. La restructuration de l'armée romaine s'est également accompagnée d'un déclin de la discipline militaire, alors qu'un centurion du 1er siècle après Jésus-Christ devait être lettré, avoir des lettres de recommandation, être âgé d'au moins 30 ans, avoir déjà servi quelques années dans l'armée, et aussi être capable de stimuler le moral de ses soldats. Les exigences et les rôles d'un centurion étaient considérablement réduits dans l'armée romaine tardive. Cela a à son tour conduit à un déclin de la discipline au sein des légions, ce qui était assez préjudiciable à l'efficacité militaire de l'Empire. 8. Le christianisme et l'érosion des anciennes valeurs martiales. Il est erroné d'attribuer la chute de l'Empire romain uniquement au christianisme, car de nombreux empereurs chrétiens ultérieurs de l'Empire romain d'Orient, comme Justinien, ont connu un succès extrême. Cependant, l'essor du christianisme a certainement joué un rôle crucial dans la chute de l'Empire. Avec la victoire de Constantin à la bataille du pont Milvien en 312 après J.C., un empereur est monté au pouvoir qui, pour la première fois, favoriserait cette nouvelle religion. Le monothéisme était déjà en hausse depuis 2 siècles maintenant. Et surtout pendant les temps chaotiques du IIIe siècle, beaucoup des empereurs soldats adoraient Mithras ou Sol Invictus. Constantin a poursuivi cette tendance, mais il a choisi le christianisme, une religion qui était contradictoire à beaucoup des valeurs fondamentales de Rome et des anciens systèmes de croyances martiens. Alors que l'adoption du christianisme à l'Est s'est produite rapidement, l'Ouest était beaucoup plus réticent à adopter cette nouvelle religion. En fait, sous l'empereur usurpateur Eugénius, les temples des anciens dieux ont été ouverts pour la dernière fois à Rome, et les anciens rites païens ont été pratiqués jusqu'en 394 après Jésus-Christ, avec la victoire de Théodose à la bataille de la rivière Frigidus en 394. La fin des anciens rites païens était pratiquement confirmée. Toutes les valeurs sociétales et le système de croyances martiales des anciens jours étaient maintenant bouleversés. Les jeux de gladiateurs ont été organisés pour la dernière fois en 403. Une carrière ecclésiastique en tant que moine ou prêtre est devenue une alternative viable au service militaire, drainant les nouvelles recrues tant nécessaires loin des légions vers l'Église. Les valeurs chrétiennes ont conduit à une diminution de la vigueur martiale et à une volonté réduite de mourir pour l'Empire. En fait, les recrues potentielles ont commencé à se mutiler pour éviter la conscription dans les légions. Cela a à son tour nécessité le recrutement de mercenaires barbares, mais cela a créé un tout nouveau ensemble de problèmes. De plus, le christianisme a entraîné une baisse des naissances. Dans plusieurs familles romaines aisées, les filles étaient obligées de prendre des vœux religieux et de ne jamais se marier, afin que la richesse familiale ne soit pas dispersée en dot. Cette pratique est devenue si mauvaise qu'elle a entraîné une baisse des naissances, réduisant encore plus le nombre de nouveaux conscrits. À cette fin, l'empereur Majorien a promulgué une loi en 458 après Jésus-Christ, la Novella Majorianis VI, qui a porté l'âge minimum pour les femmes à 40 ans âge,
à partir duquel la prise de vœux religieux serait autorisée. Mais comme le règne de Majorien n'a malheureusement pas été long, cette loi n'a pas pris effet. Nous voyons donc que même si le christianisme n'était certainement pas la seule raison de la fin de l'Empire, il a joué un rôle important. Et veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer de futures vidéos sur l'histoire de la chute de l'Empire romain. Merci mon ami. 7. Diminution de l'importance de Rome et déplacement vers de nouvelles capitales. L'invasion du nord de l'Italie pendant la crise du IIIe siècle a montré que l'Italie était devenue vulnérable. Inconcevable pendant la Pax Romana des 1er et 2e siècles, Rome elle-même était devenue une cible possible pour les invasions barbares. L'empereur Aurélien a donc fait construire un gigantesque mur défensif autour de la capitale de 271 à 275 après Jésus-Christ. Les murs d'Aurélien de Rome, portant son nom et restant encore aujourd'hui complètement intacts à de nombreux endroits. La vulnérabilité accrue de Rome a donc conduit Dioclétien à déplacer le siège impérial vers l'Empire d'Orient, vers la ville de Nicomédie, l'actuelle Izmit en Turquie. Ce déplacement du pouvoir vers l'Est était déjà un présage des choses à venir. Constantin allait s'appuyer sur cette tendance et aller encore plus loin, transformant l'ancienne ville grecque de Byzance en la nouvelle capitale de l'Empire romain, la ville qui porterait son nom, Constantinople. Plus tard, certains empereurs romains ne mettraient même pas les pieds à Rome elle-même, et ainsi commença le déclin de la ville de Rome. Ces nouvelles capitales à l'Est auraient pu être avantageuses d'un point de vue purement stratégique. Cependant, ce déplacement du pouvoir impérial vers l'Est affaiblirait encore plus la moitié occidentale de l'Empire. Cela aboutirait finalement à la division de l'Empire en une moitié orientale et une moitié occidentale, gouvernée par deux empereurs différents, un oriental et un occidental, avec, comme nous le verrons, des conséquences désastreuses pour l'Empire. 6. Le système du Magister Militum à l'Ouest. L'empereur Constantin réformerait l'Empire romain de nombreuses manières profondes, qui seront le sujet de nombreuses vidéos à venir. Non seulement il a déplacé la capitale vers sa nouvelle Rome, la ville de Constantinople, à l'Est, mais il a également dissous la garde prétorienne, qui a joué un rôle important dans la politique de Rome pendant 300 ans. Il a également préparé l'essor du christianisme, qui a bouleversé les valeurs et le système de croyance romain traditionnel, et il a également réformé l'armée romaine. L'une de ces réformes était la création du poste de Magister Militum, le général en chef de l'armée romaine. À partir de Constantin, un Magister Militum de l'Ouest commandait les armées de campagne de l'Ouest. Ce système a bien fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'au début du 5e siècle, les Magister Militum de l'Ouest deviennent si puissants que l'empereur lui-même se sentait souvent menacé par le pouvoir militaire qu'il détenait. Cela a entraîné l'assassinat du Magister Militum Flavius Stilicho en 408 par l'empereur romain d'Occident Honorius. Malheureusement, c'était un Magister Militum très capable, et avec sa mort, le déclin de l'armée romaine occidentale a été grandement accéléré. 46 ans plus tard, le Magister Militum Flavius Aetius a été tué pour des raisons similaires par l'empereur d'Occident Valentinien III, avec des résultats catastrophiques. Après cela, le titre de Magister Militum serait attribué de plus en plus fréquemment à des chefs barbares ayant leur propre agenda, qui était le plus souvent contraire à l'agenda de l'empereur d'Occident. Cela a culminé avec le barbare Ricimer devenant Magister Militum à l'Ouest. Malheureusement, Ricimer a fait absolument tout ce qu'il pouvait pour mettre fin à l'Empire romain d'Occident. Et il a fortement travaillé contre les empereurs romains d'Occident, en tuant beaucoup d'entre eux, et régnant souvent par le biais d'empereurs marionnettes. Je parle en détail de la façon dont les actes ignobles de Ricimer ont accéléré la mort de l'Empire romain d'Occident dans la toute première vidéo de cette chaîne. Ainsi, le Magister Militum a joué un rôle pivot dans la fin de l'Empire romain d'Occident. 5. Barbarisation de l'armée romaine d'Occident. Au IIe siècle après J.A.C., l'Empire romain avait grandi à tel point qu'il devait de plus en plus souvent compter sur des mercenaires barbares recrutés, les soi-disant foederati, pour défendre la vaste frontière de l'Empire contre les menaces ennemies extérieures. Alors que l'armée romaine a employé les foederati en nombre relativement faible pendant longtemps, cela a commencé à changer après la bataille d'Adrianople,
En 378 après Jésus-Christ, de plus en plus de tribus germaniques envahissaient ouvertement le territoire romain et s'installaient sur les terres romaines. De plus en plus souvent maintenant, le Magister Militum de l'Ouest faisait appel à l'aide des Foederati pour mener des guerres pour l'Empire en échange de terres où ils seraient autorisés à s'installer à l'intérieur des frontières de l'Empire. Mais c'est en 394 après Jésus-Christ que cette pratique a commencé à échapper à tout contrôle. C'est la date fatidique où a eu lieu la bataille de la rivière Frigidus. Ici, le légitime empereur romain Théodose a marché contre l'usurpateur romain de l'Ouest Eugenius et son Magister Militum Arbogast. Cette bataille mérite une vidéo entière à elle seule. Mais c'est ici que Genius et Arbogast ont été vaincus. Malheureusement pour l'Empire occidental, cela signifiait l'annihilation presque complète de la plupart des légions occidentales. L'Empire occidental ne devrait jamais être capable de restaurer les légions à leur ancienne puissance, les autochtones de la péninsule italienne étant devenus très réticents à rejoindre les légions pour des raisons déjà évoquées. Ainsi, l'Empire occidental étant incapable de recruter de nouvelles légions après cette bataille désastreuse, la pratique du recrutement de mercenaires barbares est devenue la norme plutôt que l'exception. Inutile de dire que les barbares étaient plus loyaux envers leurs chefs barbares qu'envers la cause de l'Empire. Cela permettrait à des magistères militum ultérieurs, comme Ricimer, de semer le chaos dans l'Empire déjà affaibli, et cela devrait grandement contribuer à la chute. 4. Invasion barbare. Il est communément admis que la principale raison de la fin de l'Empire romain d'Occident étaient les invasions barbares du 5e siècle, mais nous verrons que cela ne peut pas être correct. À la fin du 4e siècle, les Huns, un groupe de personnes asiatiques agressives, ont commencé à migrer vers l'ouest, ce qui a à son tour entraîné une réaction en chaîne de nombreuses tribus germaniques en migration. Ces tribus germaniques ont fui les Huns vers l'ouest et ont cherché asile contre les cavaliers uniques impitoyables et brutaux. Cela signifiait souvent que les tribus germaniques devaient traverser le territoire romain. Après la défaite désastreuse des Romains à la bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ contre les Goths, de plus en plus de tribus germaniques ont commencé à envahir l'Empire. Durant l'hiver de 406, un grand groupe de Vandales, d'Alains et de Suèves a traversé le fleuve Rhin gelé et s'est déversé sur les territoires de l'Empire romain d'Occident. C'était mauvais à bien des égards, mais surtout, cela privait l'État romain de recettes fiscales, puisque les territoires contrôlés par les barbares ne paieraient bien sûr pas d'impôts aux autorités romaines. Ces événements déclencheraient une réaction en chaîne qui conduirait finalement à la fin de l'Empire romain d'Occident environ 70 ans plus tard, avec l'établissement de royaumes germaniques. Cependant, les invasions barbares ne peuvent pas être les seules raisons de la chute de l'Empire. L'Empire avait déjà subi des défaites désastreuses contre les tribus germaniques, notamment lors de la crise du IIIe siècle, lorsque de grandes forces des Alamans, Vandales et Goths par exemple, ont envahi plusieurs fois le nord de l'Italie, et pillé et détruit de nombreuses villes du nord de l'Italie. Ils n'ont été arrêtés que par les efforts vaillants de l'empereur Gallienus et de l'empereur Aurélien. Ainsi, les invasions barbares seules n'auraient pas pu mettre fin à l'Empire, s'il n'y avait pas eu d'autres facteurs plus importants à l'œuvre, permettant aux invasions barbares de se produire en premier lieu et de se déchaîner au 5e siècle. 3. Des dirigeants catastrophiques et de mauvaises décisions. La crise du IIIe siècle aurait déjà pu être la fin de l'Empire romain, si les bons empereurs ou généraux n'avaient pas été présents au bon moment. Gallienus a vaincu les Alemanni en 259 après Jésus-Christ. À la bataille de Mediolanum, Aurélien, l'un des empereurs les plus héroïques de l'Empire romain, a de nouveau vaincu les Alemanni dans le nord de l'Italie. En 271 après Jésus-Christ, il a ensuite vaincu les Goths en Dacie la même année. Il a ensuite vaincu l'Empire de Palmyre, qui s'était séparé en 272 et 273, le réincorporant dans l'Empire romain. Il s'est ensuite dirigé vers l'Empire gaulois, et l'a vaincu en 274 après Jésus-Christ, le réincorporant également dans l'Empire romain. Dioclétien a ensuite poursuivi les efforts d'Aurélien et a mis en œuvre des réformes économiques et politiques, stabilisant à nouveau l'Empire. Si ces empereurs n'avaient pas pris les bonnes décisions et n'avaient pas été présents au bon moment, l'Empire romain aurait probablement déjà pris fin au IIIe siècle. Le 5e siècle a également eu de grands héros,
qui ont défendu l'Empire au bon moment. Flavius Stilicho, le magister militum de l'Ouest, a vaincu les Wisigoths à plusieurs reprises et a défait une grande force d'invasion de Goths et de Vandales en 406 après Jésus-Christ à la bataille de Faesulae dans le nord de l'Italie. Mais l'empereur incapable et mauvais Honorius a fait tuer Stilicho en 408 craignant le pouvoir grandissant du général légendaire. Avec cette décision, il a privé l'Empire de son plus grand défenseur. Et en effet, seulement 2 ans plus tard, les Wisigoths ont saccagé Rome en 410 après Jésus-Christ. L'Empire s'est quelque peu stabilisé par la suite, mais des décisions encore plus désastreuses ont été prises plus tard au mauvais moment. En 454, l'histoire s'est répétée lorsque l'empereur incapable Valentinien III a tué de ses propres mains le magister militum Flavius Aetius, le même Flavius Aetius qui seulement 3 ans plus tôt avait vaincu Attila le Hun et avait ainsi sauvé l'Empire. Encore une fois, 1 an plus tard, Rome a été pillée en 455, puis enfin en 457. Un empereur capable monta sur le trône en la personne de Majorien. Il aurait pu être le prochain Aurélien. Et il a commencé avec beaucoup de promesses, promulguant de nombreuses réformes et reconquérant de vastes territoires des royaumes barbares pour l'Empire romain d'Occident. Mais il a été trahi et tué par Ricimer bien trop tôt pour que ces réformes prennent effet. Après Majorianus, Ricimer a grandement précipité la chute, et à ce moment-là, il ne restait plus personne pour défendre l'Empire. 2. La division de l'Empire. Nous approchons maintenant des raisons les plus importantes de la chute de ce grand empire. La deuxième raison la plus importante de la chute de l'Empire romain est très probablement la division de l'Empire. Si l'Empire romain avait été une force unifiée pendant l'époque des invasions barbares, les envahisseurs barbares n'auraient probablement pas eu de chance de réussir à renverser l'Empire occidental. Cependant, l'Empire occidental et l'Empire oriental ne seraient pas toujours en bons termes, et en fait, la guerre civile serait assez courante. L'Empire avait été divisé en une moitié orientale et une moitié occidentale par Dioclétien en 285. Cela était le résultat direct de la crise du IIIe siècle. Dans le système de Dioclétien, l'Empire serait en fait divisé en 4 parties, gouvernées par 4 empereurs, 2 empereurs seniors et 2 empereurs juniors. Ce système était appelé la tétrarchie. Inutile de dire que cela a immédiatement échoué après la retraite de Dioclétien en 305 où une guerre civile a éclaté avec plusieurs empereurs se battant à nouveau les uns contre les autres. Cette guerre civile a duré jusqu'à ce que le nouvel empereur Constantin ait vaincu tous ses rivaux en 324 et soit devenu le seul empereur. Mais la division n'avait pas été inversée. À partir de 364, il deviendra la norme qu'un empereur occidental et un empereur oriental gouvernent indépendamment l'un de l'autre. Cela pourrait être avantageux dans certaines situations, car les 2 empereurs pourraient répondre plus rapidement aux menaces dans leurs respectives moitiés de l'Empire. Cependant, des problèmes avec le système ont commencé à se montrer. En 378 après Jésus-Christ. Par exemple, l'empereur romain d'Orient Valent commencerait une bataille avec une grande force gothique à Adrianople sans attendre les renforts de l'empereur romain d'Occident Gratien. Cette surconfiance et cette mauvaise stratégie militaire ont conduit à une défaite catastrophique des forces romaines orientales à Adrianople, ce qui permettrait aux Goths de s'installer sur les terres romaines en tant qu'entité distincte à l'intérieur de ses frontières. Seulement 16 ans après la bataille d'Adrianople, la prochaine catastrophe se produirait en conséquence directe de cette division. Une grande partie des légions romaines orientales sous Théodose a combattu contre les légions romaines occidentales à la bataille de la rivière Frigidus en 394 après Jésus-Christ. Le résultat a été la défaite totale des forces romaines occidentales sous Eugenius et Arbogast, ce qui a entraîné un affaiblissement sévère de l'Empire romain occidental. Depuis cette bataille, l'Empire romain occidental s'est retrouvé avec une taille d'armée considérablement réduite. Il a dû compter de plus en plus sur des mercenaires barbares, avec des conséquences désastreuses, comme nous l'avons vu. En 406, des hostilités ont éclaté entre l'Empire occidental et l'Empire oriental pour la province d'Illyricum. Le magister militum Flavius Stilicho voulait l'Illyricum pour l'Empire occidental, car c'était d'excellents terrains de recrutement,
et il avait besoin de nouvelles recrues pour les armées occidentales. Cela a failli conduire à une guerre entre l'Empire de l'Est et l'Empire de l'Ouest. Plus tard, en 441, lorsqu'Attila le Hun a attaqué l'Empire romain d'Orient, l'empereur d'Orient Théodose II a payé les Huns et les a convaincus de ne pas attaquer l'Est, ce qui les a fait marcher vers l'Ouest et attaquer l'Ouest. Cela affaiblirait à nouveau gravement l'Empire de l'Ouest, car il nécessitait de grandes forces romaines et fédérées pour combattre les Huns qui auraient été fortement nécessaires dans la lutte contre d'autres barbares envahissant l'Ouest. En 476 après Jésus-Christ finalement, l'empereur d'Orient Zénon a regardé et n'a rien fait pour intervenir lorsque le chef germanique Odoacre a mis fin au règne des empereurs romains à l'Ouest. Il convient également de noter que l'Empire de l'Est avait les provinces les plus riches. Ainsi, l'Empire de l'Ouest se retrouvait avec le trésor impérial le plus pauvre, limitant sa capacité à entretenir de grandes armées. Ainsi, la division de l'Empire, rétrospectivement, a causé beaucoup plus de mal que de bien et a été un facteur majeur dans la chute de l'Empire. 1. Absence d'un système de succession, et donc guerre civile constante. Comme nous l'avons dit, il y a de nombreuses raisons à la chute de l'Empire, mais la plus importante serait l'absence d'un système de succession dans l'Empire romain, et en conséquence directe, un état de guerre civile presque constant. En fait, après qu'Auguste soit devenu empereur en 27 avant Jésus-Christ, il n'y a pas eu un seul siècle sans guerre civile en raison de l'absence d'un système de succession clair au trône. Cela s'est produit pour la première fois après l'assassinat de Néron, qui a donné lieu à 4 empereurs en 69 après Jésus-Christ. Vespasien en sortirait victorieux, mais le précédent avait été établi qu'on pouvait se faire empereur par la force militaire. La stabilité est revenue pendant la Pax Romana du IIe siècle, où un système d'adoption avait été assez réussi pendant un certain temps, mais ironiquement, c'est l'un des meilleurs empereurs romains de tous les temps, Marc Aurèle, qui a mis fin à ce système d'adoption en faisant de son fils Commode l'empereur en 180 après Jésus-Christ. Le règne de Commode s'est avéré être une tyrannie désastreuse, et avec son assassinat en 192 après Jésus-Christ, l'Empire était de nouveau en guerre civile. Au IIIe siècle, de nombreux généraux ont été proclamés empereurs par leurs armées, puis se sont affrontés, épuisant l'Empire de force vitale qui aurait été nécessaire pour lutter contre les ennemis extérieurs de l'Empire. Cela est devenu si grave que l'Empire a vu plus de 20 empereurs monter et tomber en presque 50 ans, entre 235 et 284 après Jésus-Christ. Comparativement aux 26 empereurs qui ont régné depuis l'époque d'Auguste jusqu'en 235 après JC, Dioclétien a essayé de rétablir un système de succession ordonné avec sa tétrarchie. Mais cela n'a pas duré et la guerre civile a immédiatement éclaté après son règne, alors qu'auparavant les empereurs rivaux se battaient entre eux, épuisant à nouveau l'empire de ses armées vitales, tuant des dizaines de milliers de légionnaires régulièrement dans chaque conflit. Cela a duré jusqu'à la toute fin de l'Empire romain d'Occident, en 476, où le conflit ouvert entre les empereurs et les usurpateurs, et ensuite même entre les empereurs et le magister militum, est devenu non l'exception mais la norme. Cela a même continué après la chute de l'Empire d'Occident, et les empereurs ont continué à se battre contre d'autres empereurs ou usurpateurs jusqu'à la toute fin. C'est ainsi que nous pouvons dire que c'est en fait un miracle que l'Empire ait survécu aussi longtemps qu'il l'a fait. L'Empire d'Occident est tombé après 500 ans de règne impérial malgré des guerres civiles presque constantes. Un temps étonnamment long compte tenu de la façon dont ces guerres civiles constantes ont été désastreuses pour l'Empire. Si l'Empire avait eu un système de succession organisé, l'Empire ne se serait jamais divisé et des empereurs uniques auraient régné, évitant ces guerres civiles constantes. Les guerres civiles constantes ont presque conduit à l'effondrement de l'Empire pendant la crise du IIIe siècle et ont conduit à l'effondrement de l'Empire d'Occident en 476. Si l'Empire avait été une force unie, les envahisseurs germaniques n'auraient pas eu de chance. L'Empire a continué pendant 1000 ans supplémentaires à l'Est, mais un système de succession ordonné n'a jamais été établi là-bas non plus. Ainsi l'Empire a souvent dû se battre contre lui-même, au lieu de se concentrer sur les ennemis extérieurs, tels que les Perses,
et plus tard les Arabes et les Turcs. C'est ainsi que nous devons reconnaître combien il est incroyable que l'Empire romain ait survécu sous une forme ou une autre depuis l'époque d'Auguste jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Une mention honorable en tant que raison de la chute de l'Empire revient aux problèmes économiques. Cependant, je vois les problèmes économiques tels qu'une base fiscale en déclin, une inflation galopante et un effondrement du commerce comme une conséquence directe des nombreuses crises de l'Empire et non comme la cause. Mais oui, le déclin économique a certainement aussi joué un rôle dans l'accélération de la chute. Cette vidéo était exceptionnellement longue, mais aussi désolé que je sois, la chute de l'Empire romain est un sujet extrêmement complexe qui mérite une attention aux détails, et il serait insincère de le simplifier à outrance. Beneval et amici et à la prochaine fois.